Eh ben, merci Thomas. Donc moi je me présente, je suis Timothée Kella, donc cofondateur d'Ecodev. Donc je suis ravi d'intervenir ce matin. Alors bon, j'ai la chance ce matin de faire des petites apparitions et de laisser Pauline s'occuper de la présentation. Donc peut-être je te laisse te présenter, Pauline. Donc, bonjour à tous, je suis consultante en charge des sujets de biodiversité chez Ecodev. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais principalement dérouler la présentation et vous présenter différents outils pour pouvoir améliorer et favoriser la biodiversité sur son site. Génial. Alors peut-être en introduction, il est peut-être en quelques mots intéressant de vous présenter Ecodev, même si on n'a pas préparé de slides associés à ça. Mais globalement, Ecodev, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille sur les sujets du développement durable, avec différents niveaux, des missions de conseil, d'accompagnement, également de sensibilisation ou de conduite de changement, et avec un certain nombre de thématiques qu'on va traiter. Et on balaye aussi bien les enjeux stratégie RSE, bilan carbone ou climat-énergie, que mobilité durable, et pour finir sur la biodiversité. Donc là, on va passer du temps sur la biodiversité. L'idée du webinaire, c'était surtout de rentrer de manière assez généraliste sur le sujet pour comprendre rapidement les enjeux et le pourquoi, du comment finalement on traite ces thématiques et on pense que les entreprises ont intérêt à s'approprier le sujet. Donc on va faire une rapide introduction sur la biodiversité et puis sur les enjeux associés liés à vos activités. Et on va quand même balayer une bonne partie de la présentation des actions concrètes sur la fin et laissant place quand même au débat. Donc n'hésitez pas effectivement à nous poser des questions sur le chat. J'essaierai d'y répondre autant que possible. Et de toute manière, à la fin, on a pour habitude sur tous nos webinaires maintenant, parce que ça devient vraiment des habitudes, de prendre toutes les questions et lors du compte-rendu, d'envoyer le support avec toutes les réponses. Donc voilà. Donc biodiversité, de quoi parlons-nous? Merci. Finalement, la biodiversité, c'est quoi? C'est la diversité génétique, hein, avant tout. On le sait. En tout cas, c'est quoi? C'est la fraction du vivant qui existe sur notre planète. Alors ça vient du grec et de la vie. Et globalement, on a différents niveaux de diversité. Donc je parle de diversité génétique, qui est celle qui est assez évidente au départ. On sait depuis qu'on est tout gamin qu'on nous dit qu'on est tous uniques. Et la diversité des espèces également. Donc là, on va prendre des catégories d'animaux, de plantes, par exemple, mais également la diversité des écosystèmes. Alors les écosystèmes, c'est, pas rentrer dans le détail scientifique, mais globalement, c'est des espaces qui sont assez différents. Forcément, quand on l'a vu sur les petits visuels en bas, les grandes montagnes ou les Alpes, par exemple, ou les plages, on est vraiment sur des écosystèmes ou des biotopes complètement différents et qui vont amener finalement à la fois à faire évoluer la génétique ou les espèces de manière différente. Et il y a un point qui est important qu'on néglige souvent dans la biodiversité, qui est finalement les interactions entre ces espèces et entre ces individus ou tous ces êtres vivants. Et on prend souvent l'exemple d'une constellation où quand vous regardez les étoiles, toutes les étoiles seraient des espèces différentes quelque part, et les interactions, c'est tous les traits qu'on pourrait créer entre ces étoiles. Et on voit aujourd'hui qu'un des gros enjeux, c'est clairement d'identifier et de comprendre quelles sont les interactions des espèces les unes par rapport aux autres. Et sans rentrer dans l'actualité de manière trop facile, on voit bien qu'aujourd'hui, les enjeux de pandémie sont amenés quand même à poser la question des conditions d'élevage et où les relations que les êtres humains peuvent avoir les uns avec les autres et la propagation de certaines maladies, par exemple. Et elles sont extrêmement complexes. Donc ça, c'est le point sur lequel on n'y connaît pas grand-chose. Alors que la biodiversité, c'est aussi un des sujets, en tout cas moi, qui me passionne le plus, parce que c'est plusieurs milliards, 3,8 milliards de R&D, finalement, enfin, depuis l'apparition de la vie sur Terre. Et donc, ça fait plusieurs milliards d'années que le vivant évolue de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année, et arrive à créer une richesse. Et quand vous prenez, par exemple, un arbre et la photosynthèse, il est, à date, 10 à 100 fois plus performant que nos panneaux solaires. Si vous prenez nos écosystèmes, par exemple, sur les océans, qui régulent la température, c'est des millions, voire des milliards d'années de travaux et de R&D, d'adaptation, qui nous ont amenés à l'état initial. Donc, en fait, toutes les étapes du vivant et toutes les évolutions, elles sont en cours. Et cette biodiversité est extrêmement riche. Et on commence seulement depuis quelques décennies, voire
quelques siècles, mais à l'échelle de l'homme, hein, 350 000 ans à peu près sur la planète, on voit bien qu'on n'y connaît pas grand-chose. Et il y a un certain nombre de comparaisons qui se font en expliquant que la biodiversité est une source d'inspiration, ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est comment regarder cette nature pour s'en inspirer et se développer, puisqu'on a autour de nous dans cette nature, et on le balayera, toutes les solutions à nos enjeux pour se nourrir, pour se soigner, pour avoir des loisirs, et de pouvoir justement considérer que cette nature va nous apporter un certain nombre de solutions innovantes. Euh, et il y a une comparaison qui peut être faite avec cette librairie qu'on voit sur la photo, qui est de se dire qu'aujourd'hui, on a dans ces livres toutes les solutions à nos problèmes, et qu'aujourd'hui, on a tendance à les prendre pour se réchauffer en les brûlant plutôt que les ouvrir et s'instruire en regardant tout le contenu. On va illustrer ces sujets de bio. Hop, on a une petite, c'est un enfant qui a dû rayer notre présentation. Enfin bon, peu importe. Donc on a une nature high-tech, et là on a pris quelques exemples et on finira sur cette introduction. Mais c'est quoi les exemples que vous avez là? Par exemple, c'est une termitière. Alors une termitière, ça a inspiré des architectes au Zimbabwe pour faire un immeuble type centre commercial qui permet d'avoir aucune climatisation et maintenir une température autour de 30 degrés grâce à une aération naturelle avec des flux d'air qui arrivent sous terre et qui du coup se refroidissent et rentrent dans le centre commercial. On a par exemple le requin qui a aidé un certain nombre de développeurs de tenues de natation à avoir des tenues beaucoup plus performantes, et c'est des matériaux extrêmement puissants puisque du coup aucune bactérie ne peut se fixer sur ces requins avec des écailles bien spécifiques. On a également la crevette pistolet qui, lorsqu'elle elle claque sa main ou sa pince plutôt, arrive à avoir une explosion sous-marine de plus de 4500 degrés. Donc vous imaginez, et 220 décibels. Donc on arrive vraiment à mur du son et à avoir quelque chose qui est extrêmement puissant. Et du coup, c'est comme ça qu'elle brise les coquilles de ses proies. Et elle va créer une cavité finalement subaquatique là, qui est extrêmement puissante. On a une comparaison qui est assez rigolote, c'est que si on envoyait une balle de baseball à la vitesse, donc c'est 104 000 mètres par seconde, si on envoyait une balle de baseball à la vitesse sur laquelle elle claque, on l'enverrait sur orbite en un claquement de doigts. Donc voilà, on a dans cette nature, et je peux prendre d'autres exemples, mais je vais balayer très rapidement, la tour Eiffel a beaucoup été inspirée finalement en termes de construction de la composition des os humains, et en tout cas du fémur en l'occurrence, qu'on voit en bas à droite, avec toute cette décomposition en treillis qui a complètement inspiré Eiffel pour donc la construction. On a la crevette marine, ou la crevette menthe plutôt, qui a, alors elle a plein de pouvoirs différents, mais ça peut être par exemple le meilleur écran solaire sur la planète pour là anticiper éventuellement nos périodes sur la plage si on a le droit cet été sans polluer, puisque c'est complètement biodégradable. Ou le tardigrade, qui est une espèce de petit acarien qui lui peut se mettre en cryptobio, c'est-à-dire en période de somnolence, aller jusqu'à moins 200 degrés par exemple pendant plusieurs années. Et lorsque la température remonte, ses petites pattes vont repousser, et il va se remettre à vivre comme si de rien n'était. Donc voilà, donc on a et le pangolin, c'est pour des écailles effectivement extrêmement puissantes qui pourraient effectivement être comparées à des murs, ou on va dire à des coffres forts extrêmement puissants si on avait envie de faire des protections avec des écailles de pangolin. Bon voilà, c'était simplement pour rentrer non pas dans le détail, mais avoir une exhaustivité de ces enjeux. Mais finalement, la biodiversité, c'est surtout, et c'est pour l'homme, le slide suivant. Oui, s'il veut bien venir. Petit problème. Pardon. Voilà, la Bon. biodiversité, c'est surtout ça, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est tout le vivant qui nous entoure et qui nous est utile quelque part. Et quand on voit une photo comme celle-ci, ça peut amener à rigoler, mais c'est Gilles Boeuf du Muséum d'histoire naturelle qui la met souvent en avant dans des présentations. On voit que là, on a de la fermentation, on a des produits qui viennent des animaux, de la plante, ou des plantes de manière, ou la faune et la flore de manière générale, et on a un équilibre dans tous ces aliments et dans tous ces produits qui a été finalement un équilibre physico-chimique quelque part. Et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête pour la biodiversité, parce que c'est clairement, et là je vais reprendre la posture d'Homo sapiens ou de l'époque anthropocène qu'on vit, c'est vraiment ce qui nous fait vivre et ce qui nous permet de maintenir nos écosystèmes et à la fois notre quotidien. Voilà, donc c'était une rapide introduction sur la biodiversité.
Je vais laisser la main à Pauline, j'interviendrai à quelques moments, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra y répondre au fil de l'eau. À toi, Pauline. Donc, comme l'a dit Timothée, la biodiversité, entre autres celle qu'on a dans notre assiette, n'est qu'un soupçon de ce qui existe en réalité. On a aujourd'hui recensé 1,8 million d'espèces découvertes, alors qu'on estime aujourd'hui qu'il y en a encore entre 3 et 28 millions à découvrir. Donc cette biodiversité, aujourd'hui, elle disparaît, notamment l'IPBES l'année dernière a actualisé différents chiffres qui sont assez alarmants et qui montrent aujourd'hui qu'elle fait face à une 6e extinction massive de la biodiversité. Donc on peut, entre autres, regarder que près d'un tiers aujourd'hui des espèces mondiales sont menacées. Donc face à cette grande crise, la biodiversité, enfin face à cette grande crise, il est vraiment temps d'agir. On peut sur cette slide observer les grandes causes de la biodiversité, les rappeler rapidement. Certaines qui sont évidentes, la fragmentation des habitats, notamment due à l'expansion des milieux urbains, les changements climatiques, parce qu'il faut bien rappeler que la biodiversité est un enjeu environnemental qui est étroitement lié à celui des changements climatiques, les changements, le réchauffement planétaire va générer des déplacements d'espèces, certaines espèces vont pas avoir suffisamment de temps pour s'adapter et donc disparaître, des pollutions pour des raisons évidentes qui va contaminer certains milieux. La surexploitation des ressources naturelles, le fait de prélever, par exemple, là on a l'exemple de la surpêche, plus rapidement que la planète peut régénérer ses ressources, et également l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Le frelon, par exemple, est un exemple bien connu du grand public, mais il y a également ces espèces exotiques envahissantes dans le monde végétal, peut-être un peu moins connues, comme la renouée du Japon ou encore le sénesson du Cap, etc. Donc ces grands facteurs sont bien sûr majoritairement liés à l'activité humaine. Et on a donc de plus en plus conscience de ces enjeux, notamment le calendrier 2020, même s'il est un petit peu compromis au vu des actualités, bien évidemment avec le Covid-19, mais montrait qu'il était grand temps de prendre l'enjeu, de reconnaître l'enjeu à sa juste valeur. Pour citer quelques événements qui devaient avoir lieu en juin notamment, il y avait le Congrès mondial de la nature qui a lieu tous les 4 ans de l'UICN, suivi du coup en automne à l'initiale de la COP15 en Chine, qui avait donc la biodiversité à l'agenda. Et ces événements devaient conduire à définir un nouveau cadre mondial de la biodiversité. Les événements vont être reportés bien évidemment en 2021, mais sont toujours d'actualité. Pour citer un événement qui a effectivement eu lieu, notamment le Forum mondial économique, il est intéressant cet événement puisque chaque année, donc, il y a la publication d'un rapport sur les risques mondiaux globaux. Et cette année, les 5 premières entrées de la liste sont des risques les plus susceptibles à arriver d'ici 2030, sont des risques environnementaux. La perte de la biodiversité, notamment, arrive en tête de ce classement. Et les personnes qui ont écrit ce rapport rappellent qu'il y a un risque d'effondrement de nos systèmes de santé, de systèmes alimentaires, avec cet effondrement de notre biodiversité. C'est un risque du coup qui est bien pointé du doigt et bien identifié aujourd'hui. On verra par la suite que souvent les entreprises l'identifient pas eux comme un risque à part entière, comme ils le devraient. Mais donc, ce qui est le plus important de retenir, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qui est là et la nécessité de cette nécessité d'agir. De manière plus micro, à l'échelle du territoire français, il va y avoir des événements cette année qui vont avoir lieu, qu'on peut citer comme la Biomime Expo, qui du coup traite du sujet de biomimétisme que Timothée a présenté avant. Et cette année, l'Office français de la biodiversité est depuis 2020, a pour ambition depuis 2020 d'être la police de l'environnement. On a conféré beaucoup plus de pouvoir aux inspecteurs de l'environnement pour que, sur le terrain, concrètement, on agit de manière plus concrète dans la préservation de la biodiversité, de la nature de manière générale. Pourquoi, du coup, ces systèmes, justement, cette érosion de la biodiversité va avoir un gros impact?
D'un point de vue peut-être un peu anthropocentré, Timothée les présenté légèrement, mais cette nature nous rend des services qui sont gratuits. Et ils ont fait l'objet d'une évaluation, ces services. L'OCDE, l'année dernière, a évalué ces services à entre 125 000 à 140 000 milliards de dollars. Donc, ça représente 1,5 fois le PIB mondial. Donc, ces services avec l'érosion de la biodiversité sont remis en cause. Pour donner une idée, de manière plus concrète, la pollinisation, par exemple, rendue par les insectes pollinisateurs, si demain les insectes pollinisateurs sont plus là, on va devoir polliniser de manière manuelle par l'activité de l'homme, donc ça va avoir un coût plus élevé. Donc c'est ce qui explique cette valeur conséquente des estimations des services écosystémiques. Je complète, mais au-delà des enjeux financiers, il y a des services qu'on ne peut pas remplacer. Et quand on prend l'exemple de la pollinisation, c'est un bon exemple. Il y a un certain nombre de plantes qu'on pourrait polliniser à la main. La vanille, par exemple, 90% ou quasiment 100% de notre vanille est pollinisée à la main. Mais on a un certain nombre de plantes qu'on ne sait pas polliniser. Donc, on perdrait effectivement, au-delà des zéros, on perdrait aussi une valeur qui est irremplaçable. Merci, Timothée. Et donc, justement, tout repose, le socle de la prospérité économique repose justement sur l'ensemble de ces services. Tout secteur va être lié à la biodiversité. On va tous être dépendants de celle-ci de manière plus ou moins directe. Par exemple, mettre en mute le micro. Par exemple, les industries agroalimentaires dépendent directement de la biodiversité en s'approvisionnement en ressources et toute activité va générer des impacts qui peuvent être plus ou moins directs. Indirects, par exemple, par l'utilisation de ces produits par nos clients ou de manière plus directe en émettant des contaminants dans les milieux, dans les écosystèmes environnants. Donc, nous sommes bien évidemment tous concernés, hein, tous les acteurs économiques, toutes les filières, tous les secteurs. Donc, pourquoi justement intégrer aujourd'hui la biodiversité? Quels seraient les intérêts pour nous de prendre justement, d'ancrer la biodiversité dans nos fonctionnements? Ça va être déjà de mieux comprendre justement les dépendances qu'on a de ces ressources et de peut-être, pourquoi pas, mieux pérenniser ces approvisionnements, d'anticiper des éventuelles ruptures d'approvisionnement, hein, puisque c'est des risques qui sont aujourd'hui identifiés. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a certaines ruptures qu'on a pour des produits dans le milieu pharmaceutique. Ça permet également de mieux connaître ces impacts, donc de les identifier à toutes les étapes de la chaîne de valeur et de travailler sur les différentes pressions. Donc pour ça, il existe plein d'outils. Ça peut être de mettre en place des chartes durables, de mettre en place des vrais partenariats équitables et responsables dans notre chaîne d'approvisionnement. Je crois que Timothée, tu veux intervenir? Non, c'est au cas où. Pardon. Non, pardon, c'est que la caméra s'est rallumée, je pensais, excuse-moi. Ouais. Et donc, du coup, pour pouvoir justement travailler sur chaque étape de la chaîne de valeur, il faut pouvoir, il faut pouvoir justement identifier les différentes pressions et travailler par exemple, mettre en place différents outils comme les partenariats, les chartes. Il existe des outils peut-être plus complexes comme la compensation de biodiversité aujourd'hui pour pouvoir s'approvisionner de manière plus durable. Au-delà aussi effectivement des certifications, je pense que ce qu'il est important de signaler, c'est la connaissance de ces enjeux de filière sur laquelle on a aujourd'hui quand même bien compris avec l'actualité qu'il était important de bien comprendre d'où venait, quoi, comment, pourquoi. Et il est, en tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui dans nos missions de conseil, c'est qu'un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des sujets d'approvisionnement ont du mal à retracer les enjeux d'approvisionnement. Donc, peut-être qu'au-delà des outils extrêmement complexes, ce qu'il est important de faire, c'est déjà de se poser la question de ce qui se passe après notre fournisseur N-1, N-2, etc. et de retracer ces chaînes. Alors, dans l'alimentation, ça a fait beaucoup de polémiques parce qu'on l'a vu sur les enjeux alimentaires avec les produits type
viande hachée qui vient de certains pays et de certains animaux dont on n'imaginait pas. On l'a vu sur la cosmétique aussi, sur certains produits. Là, on le voit aujourd'hui effectivement dans le monde sanitaire ou plutôt médical. Et on l'a vécu aussi dans le monde du textile, par exemple, avec des conditions, au-delà de l'approvisionnement de biodiversité, des conditions sociales aussi assez compliquées. Donc, c'est un vrai sujet qui est… et là, il faut être assez humble. C'est-à-dire qu'on a beau annoncer beaucoup de connaissances, nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises ont du mal à avoir ces informations. Donc, c'est un vrai enjeu que déjà de refaire une cartographie, une photographie de cette situation et d'y mettre des indicateurs risque biodiversité ou enjeu biodiversité. Et là, on a illustré quelques photos, mais quand vous prenez là la première grille ou la première plutôt graphique, c'est les enjeux du pétrole et de l'approvisionnement. Enfin, l'AIE nous dit, donc l'Agence internationale de l'environnement, de l'énergie, nous dit qu'en 2025, on va avoir des tensions extrêmement fortes sur les sujets du pétrole. Ce que ça veut dire, c'est que la matière première pétrole va nous empêcher de vivre comme on le vit aujourd'hui, parce que les coûts vont être beaucoup plus élevés. Si on prend la photo 2 sur le blé, on sait bien qu'aujourd'hui, on a des pénuries de certains aliments et on a des surproductions d'autres. On produit énormément de blé, par exemple, et par exemple, légumineux, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour l'agriculture française qu'on a complètement délaissé ces dernières années. Et la photo en dessous, c'est la mer d'Aral, où on sait qu'en quelques années, les pays de l'Est et la Russie en l'occurrence a complètement asséché cette mer pour produire des matériaux, du textile. Et donc, en quelques années ou quelques décennies en grand maximum, on a complètement dégradé un écosystème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi dans certaines zones aux États-Unis avec des villes comme Las Vegas et on le vit en Afrique également. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être se poser la question de savoir, derrière chacun des produits qu'on a autour de nous, quels sont les enjeux associés. Et encore une fois, là, on commence. Nous qui avons un peu plus de 10 ans de recul, voilà, il faut être assez humble et pas forcément en vouloir d'ailleurs à certains industriels puisque ça n'était pas dans leur culture. Pardon. Très bien, merci. Si la slide suivante veut bien arriver. Pardon. Voilà. Au niveau des impacts et des dépendances des filières, il faut savoir que selon le secteur d'activité, le risque de l'érosion de la biodiversité va évidemment pas être le même. Il paraît évident, par exemple, que les médias et le divertissement, dont l'activité ne va pas directement dépendre de ressources naturelles, va voir la biodiversité comme un risque mineur, même si on est tous concernés, bien entendu. Certains secteurs, comme par exemple la production et transformation de produits alimentaires, va évidemment, elle, avoir des impacts, l'érosion de la biodiversité va avoir de grands impacts sur son activité économique. Ces risques, bien sûr, sont à mettre en lien avec leur dépendance, puisque notre activité va dépendre directement de cette ressource. Donc, comme le montrait Timothée, certaines filières vont être, peut-être comme les industriels par exemple, vont être particulièrement pointées du doigt parce que justement, vu que leur activité économique dépend directement des ressources naturelles, leur impact va être très très fort. Mais il faut aussi nuancer ce propos parce que c'est souvent les filières aussi qui sont un énorme levier d'action pour justement diminuer cette pression de la biodiversité et la préserver. On peut montrer l'exemple de l'agriculture qui est souvent pointé du doigt pour ses émissions dans l'environnement, mais c'est également un des leviers d'action les plus importants pour le stockage de carbone dans nos sols. Juste ce slide, c'est issu du monde de la finance qui justement depuis on va dire quelques années met de plus en plus de filtres sur les investissements et ces filtres sont des filtres donc qu'on peut appeler ESG, ISR ou responsables comme on veut, qui vont permettre justement de minimiser des investissements sur des secteurs ou des sujets et maximiser d'autres. Donc voilà. Juste pour expliquer qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'investisseurs qui n'investissent plus du tout dans la catégorie rouge et ne font que de l'investissement dans les catégories vertes, par exemple. Et à l'échelle plus micro, pourquoi intégrer la biodiversité au niveau d'un site, donc qu'il soit un site industriel ou qu'il soit un aménagement quelconque. Déjà parce que contrairement aux idées reçues, la biodiversité est présente partout, donc également en milieu urbain, c'est juste qu'elle est moins connue. Effectivement, dans l'imaginaire,
on associe souvent la biodiversité au panda ou à l'ours polaire, qui sont des symboles de la décadence de notre biodiversité. Mais aujourd'hui, face à cette grande disparition de notre biodiversité, même le moineau de notre jardin et le rouge-gorge va mériter cette préservation et ces actions, car il fait face aux mêmes pressions que l'ours polaire et le panda, bien évidemment. Donc, il y a de la biodiversité en milieu urbain, également dans les zones rurales, qui va abriter une biodiversité plus typique de ces milieux, qui est une biodiversité qui va qui va apprécier les milieux ouverts, qui va apprécier les haies et les écosystèmes prairiaux, et également dans les zones périurbaines qui, elles, vont avoir un rôle d'interface entre, par exemple, ces deux milieux, qui va être un milieu de transition, qui va permettre le déplacement des espèces d'un milieu à un autre et qui ont du coup toute leur importance aussi. Donc, elle est présente partout, d'autant plus que 3/4 de nos bâtiments sont situés à moins de 5 km de zones d'intérêt écologique. Ce sont des zones qui sont inventoriées de par leur caractère remarquable et leur intérêt pour le fonctionnement écologique des écosystèmes, également pour leur cohérence paysagère. Et donc, forcément, une activité économique, où qu'elle soit, va avoir donc un impact avec cet écosystème environnant, de par le comportement de nos clients, le déplacement de nos collaborateurs, notre activité sur site, nos infrastructures qui vont artificier les sols, etc. Et donc, on va pouvoir agir sur ces différents leviers, qu'on soit un bâtiment en milieu, peut-être en milieu périurbain, mais qu'on soit également en milieu urbain dense, parce qu'il y a également de la biodiversité sur nos sites en ville. Donc, on va voir peut-être un peu plus concrètement quelles seraient ces méthodologies pour justement rendre ces sites plus accueillants où qu'ils soient. D'ores et déjà, on peut commencer par se poser et réaliser un pré-diagnostic par soi-même ou également accompagné. Donc, il existe différents outils comme nous, on a développé un outil qui s'appelle l'auto-évaluation des pratiques qui permet en 25 questions d'identifier des enjeux macro et d'ores et déjà de monter en compétence sur ces sujets. Donc, ça permet de faire le point sur ces pratiques, comprendre mieux donc, ces enjeux macro, identifier des premiers axes de travail, mais surtout mettre le sujet sur la table, échanger avec ses équipes, identifier l'intérêt qu'il y a pour ce sujet dans vos équipes et pourquoi pas d'ores et déjà identifier des éléments moteurs qui seraient les futurs projets, les futurs porteurs de projets, pardon, des actions que vous développerez dans un second temps sur ce site-là. Ouais, ce qui est important d'ajouter peut-être sur les outils, parce qu'il y a des questions que j'ai vues passer, et c'est récurrent, c'est-à-dire qu'on nous pose souvent la question de savoir quels outils, est-ce qu'ils sont robustes, etc. Clairement, identifier et modéliser des enjeux de biodiversité, c'est extrêmement complexe. L'homme débute sur le sujet dès qu'il faut être assez modeste. Clairement, des outils extrêmement puissants, robustes, qui vont aider à tout piloter, c'est quasi impossible. Moi, je fais souvent une comparaison. La bourse donc, et l'économie comme on la connaît a été créée en fonction des sources, en, je sais pas, 1700, 1600 ou 1700 et des poussières. Bon, j'ai pas la date exacte, mais ce que ça veut dire, c'est que ça fait au moins 300 ans que la bourse existe et que l'économie capitalistique, comme on la connaît, existe et elle est imparfaite. On le voit aujourd'hui. Enfin, on est en train de plonger sur le PIB et avoir une crise économique violente. Ça n'empêche que c'est le modèle qu'on a choisi depuis plusieurs décennies et siècles. Tout ça pour dire que oui, sur la biodiversité, c'est imparfait et oui, les outils sont extrêmement complexes à avoir. Par contre, avoir des grandes tendances, se lancer pour monitorer, piloter, avoir des indicateurs pour une entreprise, c'est vraiment pas compliqué. Alors, on pourra toujours dire que c'est imparfait, mais vaut mieux un petit pas imparfait qui fasse avancer le sujet que de vouloir quelque chose de parfait qui n'arrivera jamais. Et encore une fois, on est dans un degré d'urgence qui nécessite quand même qu'on agisse. Et on va le balayer dans la suite, avoir des actions qui peuvent paraître symboliques et ou non efficaces. Je sais, enfin, souvent l'angle, c'est très subjectif en fait. Aujourd'hui, on a suffisamment de données scientifiques pour savoir qu'un certain nombre d'actions sont peut-être symboliques pour certains, mais c'est l'histoire des petits ruisseaux qui font les grandes rivières ou du colibri. On est obligé d'avancer de cette manière sur cette thématique. Voilà, c'était pour simplifier. Donc, on a créé un outil, mais il y en a d'autres. On pourra en citer. Le VVF en avait créé. Il y a des outils qui vont arriver avec la Caisse des dépôts également dans les mois à venir, sur du scoring et du monitoring de biodiversité. Et entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il commence à avoir un certain nombre quand même de grandes directives sur le sujet qui sont assez intéressantes parce que
Et on le verra par la suite, on a des outils de monitoring qui démontrent que ce qu'on est en train d'essayer de mettre en avant là est scientifiquement extrêmement intéressant. Oui, merci Timothée. Tout à fait, il n'y a pas de petites actions et il faut bien justement rentrer dans une dynamique où on agit. Pour aller beaucoup plus loin, on peut faire justement une démarche peut-être plus ambitieuse de diagnostic biodiversité, donc un peu plus complète, un peu plus 360. Donc c'est une offre qu'on a co-créée avec Contoana en 2014, donc une démarche d'audit biodiversité qui permet en plusieurs étapes du coup d'avoir une vision globale de son site et de ses enjeux biodiversité. Donc on va démarrer du coup par faire un état des lieux de la biodiversité locale et environnante, d'étudier et d'analyser le potentiel du site, donc selon ses enjeux, selon ses pressions, selon ses impacts, quels sont justement les potentiels, les grandes tendances, le potentiel pour améliorer et favoriser la biodiversité sur son site. Donc ça va aboutir à une rédaction de recommandations d'actions qui vont être priorisées, où on va du coup intégrer les différentes parties prenantes dans la co-construction de ces actions. Pour ensuite pouvoir les déployer en identifiant différents indicateurs de stratégie et tout en bien sûr sensibilisant et communiquant à chaque étape du projet. Donc on va détailler bien sûr cela par la suite peut-être de manière plus complète. L'intérêt de ce diagnostic, c'est de se doter justement d'un profil environnemental total. Justement, la biodiversité est aujourd'hui souvent un des enjeux environnementaux délaissés et pas pris à sa juste valeur, et alors qu'il est étroitement lié à tous les autres enjeux qu'on a vus, hein, les enjeux de pollution, les enjeux climatiques globaux. Il existe beaucoup d'outils de pilotage d'autres enjeux environnementaux comme le bilan carbone, le plan de déplacement, l'empreinte eau. Du coup, ce diagnostic biodiversité va permettre justement de mieux piloter sa démarche biodiversité et de compléter le profil environnemental de son site. Ça permet bien sûr de monter en compétence sur la biodiversité, de mieux comprendre, connaître ses impacts, ses pressions sur les écosystèmes, ses relations d'interdépendance et ses dépendances bien sûr. Et ça permet donc d'intégrer la biodiversité dans sa stratégie, de pouvoir définir des objectifs un peu plus ambitieux et sur le long terme. Et bien sûr, le but final va être de renforcer, de préserver et de valoriser la biodiversité sur son site. D'autres avantages que pourrait avoir ce diagnostic, c'est du fait de travailler avec ces parties prenantes qui peuvent être internes, mais aussi parfois externes, en par exemple travaillant avec une association pour l'environnement, va permettre à son site d'avoir un meilleur ancrage territorial et bien sûr, en s'impliquant pour la biodiversité, de générer un meilleur dynamisme interne de ses équipes, fédérer ses collaborateurs autour de projets qui sont porteurs de sens. Oui, c'est sûr, je précise, mais c'est vrai que la biodiversité est le bon sujet quand même à traiter de manière ludique et fédératrice, à la différence des enjeux climat ou des enjeux énergétiques ou d'ailleurs des enjeux liés à la qualité de manière générale. C'est des sujets qui sont peu palpables. La biodiversité a la chance quand même de se matérialiser autour de nous tous les jours. Et donc, si on est un peu malin, on peut l'utiliser comme un vrai outil fédérateur, ludique, de création de liens sociaux, et ou tout simplement un super outil en termes de marque employeur. Et je rebondis sur une question que je viens de voir passer. Il n'y a pas de taille limite de site. Justement, on a travaillé avec des sites où qui ont juste des terrasses et des toitures en milieu urbain dense, comme avec des sites qui ont 50 hectares d'espace vert. Bien, la méthodologie va être modulable, adaptable à la taille des sites, aux enjeux et aux volontés aussi bien des clients. On trouvera toujours quelque chose à faire. Pour l'anecdote, il y a des études qui ont montré qu'il y a plusieurs millions de mètres carrés à Paris qu'on pourrait justement végétaliser pour justement régénérer la biodiversité en ville. Donc même en milieu urbain dense, il y a toujours quelque chose à faire. Pour détailler, la méthodologie peut-être plus par étapes. Elle commence bien sûr par une collecte d'informations. Donc, elle va être plus ou moins fine, bien sûr, selon les documents à lesquels on a accès. Donc, il y a des documents qui peuvent être internes et donc transmis par les parties prenantes du projet, des études d'impact déjà réalisées, un bilan carbone, des cahiers techniques, des luminaires, etc. Et des documents externes, donc qui va être soit par exemple, le contrat d'entretien des espaces verts, hein, qui va avoir de son importance
pour évaluer les impacts sur la biodiversité du site et environnante, mais aussi des recherches documentaires comme des études faune-flore qui ont été réalisées environnantes, des cartographies des milieux, l'identification de zones protégées ou encore de zones d'intérêt écologique environnantes, etc. Ça passe également par des visites de terrain et donc des relevés terrain, d'études de la faune et de la flore présentes. Là encore, les visites peuvent être adaptées selon la taille du site, selon la volonté. Si on veut une étude faune-flore très complète, et donc du coup, il va s'agir de faire plusieurs visites à différents moments de l'année, et également des entretiens avec les différentes parties prenantes du projet et ou en lien avec les sujets environnementaux du site. C'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on peut, et on le voit avec le recul, on peut se dire qu'il faut reanalyser un certain nombre d'informations, de données, rechercher un certain nombre d'espèces sur un site. Mais en France, on a une bibliographie et des inventaires et des données des collectivités extrêmement riches. Un de nos gros chantiers finalement sur ces sujets de collecte des informations, c'est de faire un filtre. Et on est dans un monde où la donnée est partout et il faut l'utiliser à bon escient. Donc en fait, un des gros sujets, c'est déjà de collecter cette donnée de manière macro, de la filtrer, de la prioriser. Après, on voit aujourd'hui que faire des visites terrain extrêmement pointues, ça nous apporte bien évidemment des données qualitatives qu'on ne peut pas avoir dans les données externes, on va dire, littérature assez générale. Mais l'apport, finalement, est assez faible au regard de l'énergie et du temps dépensé. Donc, si j'ai un conseil, c'est qu'il est peut-être intéressant de faire une bonne revue bibliographique et une bonne analyse avec les outils de cartographie, les outils qu'on a sur le web. Et puis, ça nous permet de ne pas trop se déplacer, c'est d'actualité, plutôt que de vouloir absolument faire des visites terrain très pointues sur laquelle le ratio coût, temps et apport est quand même assez minimaliste, même si dans le meilleur des cas, effectivement, les données qualitatives des visites permettent d'orienter un certain nombre d'actions par la suite, mais qui ne sont pas forcément les plus importantes, on va dire, en termes de priorité biodiversité. Tout à fait. Pour agir, on n'a pas besoin de faire l'analyse la plus fine qui existe. C'est vraiment selon l'ambition de chacun et du projet et le but final, bien sûr. Si ça va être de justement travailler dans une démarche peut-être scientifique vraiment poussée, effectivement, peut-être là, il faudra faire une étude faune-flore exhaustive. Mais si c'est le but de déployer des actions sur son site, on a pour identifier différents enjeux. Une analyse n'a pas besoin d'être la plus exhaustive possible. Donc, toutes ces données vont par la suite, bien sûr, être analysées. Et là, on va pouvoir définir un profil biodiversité du site où on va pouvoir remonter, identifier donc, les grands enjeux, le potentiel du site vis-à-vis de la biodiversité, sa perturbation et ses impacts avec l'écosystème environnement et bien sûr ses dépendances vis-à-vis des services écosystémiques du site, mais également vis-à-vis de son activité également. En visitant justement le terrain, même de manière très simple, on peut d'ores et déjà identifier des espèces d'intérêts patrimoniaux qui sont même protégées au niveau national. On met l'exemple par exemple du lézard des murailles. On sait aujourd'hui qu'il est très présent en milieu urbain. C'est une espèce qui s'est habituée à la présence de l'homme et qui pourtant bénéficie d'un statut de protection car ça fait partie d'une espèce menacée. Donc, on peut justement facilement identifier cela et ça permet d'orienter différents axes de travail et différentes actions. Donc, cette analyse va faire l'objet d'un listing d'actions et de recommandations d'actions. On va pouvoir donc intégrer les différentes parties prenantes du projet pour co-construire ce plan d'action ensemble. Identifier éventuellement des parties prenantes externes également qui pourraient porter ces projets, aider dans le déploiement. Une fois le plan d'action, bien sûr, construit, on va pouvoir fournir le rapport synthétique et prioriser ces actions, les hiérarchiser, les répartir dans le temps, analyser, donner des éléments de budget, des points d'attention sur la mise en œuvre, etc. Et pourquoi pas une cartographie de certaines actions avec des localisations pressenties. Grâce aux visites de terrain, on va pouvoir justement identifier des zones qui seront plus ou moins pertinentes pour certaines actions. Donc,
Désormais, on va balayer quelques actions qui sont concrètes, qui peuvent être déployées pour rendre son site un site plus accueillant de la biodiversité. Donc, chacune des actions va bien sûr répondre à des enjeux qui sont différents. Je crois que Timothée, tu voulais commencer en prenant la parole sur Ouais, merci. Merci. Donc là, on va balayer un certain nombre d'actions concrètes. L'idée, c'est d'illustrer à la fois des choses, vous verrez, qui sont extrêmement simples, mais qui vont avoir différents co-bénéfices. Et donc là, on a essayé de lister ce qu'on a pu constater. Là, l'intérêt de la biodiversité, c'est que c'est un super outil, je l'ai déjà dit, mais je le redis, de cohésion, de création de liens sociaux voilà, de team building d'outils, on va dire, vraiment fédérateurs. Et les exemples sont assez nombreux sur le sujet. Si on prend l'apiculture, l'agriculture urbaine, enfin, c'est des choses qui ont explosé et qui sont vraiment extrêmement intéressants en termes de liens. La valorisation, on le voit sur les sujets réglementaires avec les labels, les certifications, de plus en plus des critères. Et là, la réglementation aussi sur les sujets RSE intègre de plus en plus sur le reporting des critères biodiversité. Donc, c'est de toute manière une obligation que de les intégrer et de les valoriser dans ces thématiques. Donc, ça colle avec le point de réglementation que je viens de citer. La performance, et là, il y a un certain nombre d'exemples. Il y avait une question sur effectivement la biodiversité dans le tertiaire. On voit que donc, ce qu'on appelle la biophilie intègre un certain nombre d'avantages pour les consommateurs ou les salariés en termes de productivité, de bien-être, d'augmentation de consommation. Enfin, là, c'est d'actualité. Les centres commerciaux sont fermés, ils vont réouvrir. Les Nature et Découvertes, tous les magasins qui ont intégré, je cite ces gens-là parce que c'est eux qui avaient fait l'étude, mais avaient intégré le vivant dans leur magasin avec une musique d'ambiance, une odeur nature, etc., avaient des paniers plus remplis que les autres magasins équivalents en termes de produits. Donc pourquoi ? Parce que les gens sont plus à l'aise et restent plus longtemps, tout simplement. Sécurité, donc on est vraiment sur des enjeux, là, on a vu d'assurer des ressources, ces matières premières, ces intrants de manière générale, et on le voit bien avec l'actualité des masques ou autres, c'est un vrai sujet d'assurer aujourd'hui ces approvisionnements. Et ça dépend, tous les approvisionnements dépendent des matières premières qui sont issues de la nature pour la plupart. Même le monde chimique, comme on le connaît, s'approvisionne en pétrole, par exemple, qui est une matière première. Et les modèles, donc là, je vais pas revenir sur c'est notre affaire à tous ou un certain nombre de mouvements d'étudiants, mais qui, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, manifestaient dans la rue tous les vendredis en disant moi, demain, quand je serai grand, je veux être vivant et non pas médecin ou infirmier. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une attente des jeunes diplômés ou des jeunes générations sur une quête de sens et travailler pour un employeur qui est le plus responsable et qui intègre au mieux ces sujets. Il y a 10 ans, les critères numéro un, c'était plutôt la localisation, les revenus et éventuellement le sujet traité. Maintenant, le management, le sens, le projet associé à son quotidien deviennent les critères les plus importants. Et je pense qu'après la situation sanitaire où tout le monde est chez soi et on voit qu'on peut faire un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas chez soi et qu'on peut casser les codes. Hein. Nous, combien de DRH nous disaient on ne fera pas plus d'un jour de télétravail par semaine, on interdira les salariés de venir en vélo, etc., etc. On voit que toutes ces barrières sont en train de sauter et ça va nous amener aussi une psychologie collective un peu différente où on va un peu repenser nos modèles. Et j'ai bon espoir que lors du déconfinement, on intègre et on commence à le voir. Là, hein, notre présidente de l'Europe, j'ai plus son nom, qui est hollandaise, commence à intégrer aussi dans ses discours un certain nombre de critères socio-environnementaux dans la reprise économique. Donc, on va normalement avoir une économie demain qui sera différente de celle d'hier. C'est la théorie, dans la pratique, on verra, mais croyons tous ces beaux discours, puisque ça va dans le bon sens. Slide suivant. Et du coup, je voulais effectivement parler en particulier d'une action qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que c'est de forte actualité. Ça fait, pour ceux qui nous connaissent, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur des sujets de biodiversité. On a beaucoup commencé sur des actions assez symboliques d'apiculture urbaine ou par la suite de potager et d'agriculture urbaine, qui sont des actions qui sont extrêmement intéressantes pour reconnecter d'ailleurs les urbains aux vivants et aux saisons, et qui après nous permettent de comprendre, et c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt, Ursula von der Leyen, merci d'avoir précisé ça sur le chat, qui est donc cette présidente de la Commission européenne aujourd'hui. Et donc, du coup, sur cette action de régénérer les hectares et refleurir la France. Pour moi, c'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'en France, on a peu d'enjeux de forêt, par exemple, à part mieux la gérer et la faire évoluer. On a des forts enjeux agricoles, et dans ces forts enjeux agricoles, on a
un enjeu qui est extrêmement important, c'est comment régénérer nos sols, comment régénérer nos écosystèmes. Et à la base, finalement, de cette on va dire, enjeu, c'est de tout simplement redonner de la nourriture à un certain nombre d'insectes et d'animaux. Et ça passe par rediversifier notre flore sur les sites, sur nos balcons et sur tous les espaces qu'on pourra, on va dire, régénérer. On a un exemple en ce moment. Étant confiné, un certain nombre de gens ne vont plus tondre leurs espaces verts et on a une actualité forte aujourd'hui sur de l'apiculture urbaine, principalement. C'est une explosion de la production de miel, assez exceptionnelle. On n'a jamais vu ça en 10 ans. Alors, la météo est extrêmement favorable parce qu'on a eu là quelques semaines extrêmement douces et chaudes, avec une bonne pluie avant. Donc, une bonne pluie, ça veut dire que les plantes peuvent bien pousser. Et puis, un beau soleil, ça veut dire qu'elles vont bien fleurir. Tout ça pour dire que nos abeilles, en ce moment, sont extrêmement productives, et tout type d'abeilles, pas que nos abeilles domestiques. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on a la nature qui reprend ses droits en ce moment, dans cette période un peu calme. Mais en fait, la raison, c'est que forcément, si on tombe moins, il y a plus de fleurs spontanées. S'il y a plus de fleurs spontanées, il y a une diversité alimentaire beaucoup plus forte et une richesse en termes de biodiversité. Et donc, j'insiste là-dessus parce qu'on travaille en ce moment beaucoup à monter une offre dédiée à régénérer des hectares, parce que les bénéfices sont énormes. Ça permet de fixer un certain nombre d'éléments dans le sol, azote, carbone, donc sur les enjeux de résilience. Ça nous permet aussi de tester un certain nombre d'expérimentations en période de stress hydrique ou en période donc de forte sécheresse. On va avoir des plantes qui sont plus ou moins adaptées. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça fait 2 années qu'on a des sécheresses extrêmement élevées et on a des forêts qui sont en train de souffrir. Donc, on est en train de se dire, est-ce qu'il faut replanter une espèce plutôt qu'une autre, prendre des espèces du sud de la France pour les planter dans le nord, parce qu'avec le changement climatique, on a cette adaptabilité à avoir ou cette résilience à générer. Enfin, on est vraiment dans cette réflexion. Et en fait, quand vous identifiez le nombre d'hectares qui sont disponibles dans des sites type tertiaire, voire tertiaire sur des campus, dans des zones de friches ou dans des zones qui sont délaissées par les agriculteurs parce que pas assez rentables aux yeux de la PAC en production, et ainsi que les espaces verts des collectivités, on a là des milliers, voire des millions d'hectares qui pourraient être générés et qui seraient à la base de finalement renourrir la plupart de nos insectes, qui sont eux-mêmes finalement la nourriture de la plupart de notre petite, on va dire, faune et avifaune de manière générale, et qui, du coup, sont les bases de notre chaîne alimentaire. Donc, on peut les utiliser comme zone refuge, comme zone expérimentale, comme zone pédagogique. On peut y ajouter un certain nombre d'aménagements. On a des forts enjeux sur les zones humides, donc ce n'est pas très compliqué au milieu d'une prairie fleurie que de rajouter des mares sèches ou des mares classiques. Et on va pouvoir, du coup, en plus, s'intégrer dans la cohérence des enjeux de schémas territoriaux, les trames vertes et bleues pour TVB sur le slide, ou les schémas de cohérence écologique. Donc, on est clairement dans un enjeu qui me paraît majeur à piloter et qui est extrêmement négligé quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait, même si la tendance est extrêmement positive depuis quelques années, puisqu'on a pris conscience que d'avoir des petites fleurs qui vont durer que peut-être quelques semaines et après être plutôt des zones qu'on va estimer être un peu fouillis ou touffus et peut-être moins beaux qu'un gazon extrêmement bien tendu. En termes de biodiversité, c'est le jour et la nuit en termes d'habitat. Donc, on en parlera plus tard parce qu'on est en train de dynamiser nos réflexions sur le sujet pour avoir une offre extrêmement puissante, sachant qu'aujourd'hui, il y a des subventions et les co-bénéfices sont tels. Je vais prendre un exemple, c'est quand vous avez une belle prairie fleurie dans une zone agricole qui va permettre de filtrer un peu mieux l'eau, stocker de l'azote, on va avoir des co-bénéfices sur la qualité de l'eau et donc de notre alimentation par la suite, et où on va avoir une résilience en termes de période de sécheresse ou autre qui est complètement différente qu'un gazon qui vit sous perfusion comme certains golfs par exemple ou certains terrains de sport. Donc voilà, donc je voulais longuement zoomer sur ce point et maintenant on va balayer peut-être plus rapidement d'autres actions. Oui. Et ça, tout le monde peut le faire, hein. C'est à la portée de tout le monde. Aller chercher des graines. Et alors oui, je reprends un exemple, mais on a mis le doigt aussi sur un sujet, c'est que de trouver des bonnes graines françaises de prairies fleuries locales, c'est extrêmement compliqué. Vous prenez par exemple des coquelicots, la plupart des coquelicots viennent des pays de l'Est. Donc blague à part, on est aussi sur ces enjeux de filières et d'enjeux locaux. On a perdu, mais comme pour l'agriculture, nos semences traditionnelles adaptées, et il y a un vrai enjeu de recréer, de régénérer les filières. Et je ne vous prends pas les exemples où vous l'avez peut-être entendu parler, mais des exemples de roses ou de fleurs horticoles
qui viennent du Kenya pour aller en Hollande pour revenir en France, alors qu'on pourrait très bien peut-être pas faire autant de roses et avoir d'autres fleurs qui pourraient aussi être locales. Et donc, du coup, pour rebondir sur ce que dit Timothée, il existe parfois pas mal de petits semenciers, des petites initiatives locales pour justement sauver les graines paysannes, par exemple, etc. Donc, il faut vraiment soutenir ces initiatives pour justement favoriser la création à nouveau de ces filières sur notre territoire. En autre action concrète, dont ça reprend un peu celle de Timothée, c'est de recréer des espaces de verdure, hein, bien évidemment en milieu urbain dense. On est dans des milieux très minéral, pardon. Et donc du coup, recréer des espaces de verdure va pouvoir justement générer des espaces refuge ou d'habitat pour certaines espèces, et également on va avoir d'autres bénéfices, hein, j'en cite quelques-uns bien évidemment. Ça va recréer des îlots de fraîcheur, on le voit bien avec les canicules que c'est vraiment un sujet d'actualité. On parle de volonté de créer des villes plus résilientes, et donc du coup justement ça part par la végétalisation, recréer des espaces de verdure pour baisser la température. Ça permet de valoriser le bâti, notamment forcément, par exemple une chambre d'hôtel avec vue va coûter plus cher qu'une chambre d'hôtel qui a vue sur des bâtiments, etc. Donc toutes ces choses-là vont avoir plein de bénéfices plus généraux, si on peut dire. Et donc du coup, ce que je voulais juste ajouter avant de passer sur l'autre slide, c'est que chaque mètre carré va compter pour végétaliser une terrasse en mettant quelques plantes. Pour vous, ça paraît symbolique, mais il y a vraiment un potentiel, même en milieu urbain dense, où on peut ces mètres carrés cumulés à d'autres mètres carrés va pouvoir vraiment participer à la trame verte, régénérer des espaces pour la faune et la flore, et donc avoir vraiment un bénéfice sur la biodiversité locale. Ces espaces verts qu'on recrée, qui peuvent être du coup bien sûr pleine terre ou hors sol, hein, c'est forcément mieux, si on peut dire, le bénéfice va être plus grand si on travaille sur des espaces en pleine terre, mais on n'a pas tous accès à ces terrains-là. Donc hors sol, si on arrive à avoir un sol assez profond, même un mètre de profondeur, ça peut avoir vraiment un grand bénéfice écologique. Du coup, ces espaces verts, ils vont avoir plus ou moins de potentiel selon la manière dont ils sont gérés. On a l'habitude historiquement de voir ces pelouses bien vertes où chaque brin d'herbe est à la même hauteur que son voisin, avec beaucoup de tonte. Du coup, c'était un métier qui historiquement partageait plutôt un savoir-faire horticole, utilisait donc beaucoup d'intrants, donc c'est souvent des entretiens qui sont coûteux, va utiliser des intrants chimiques pour travailler, pour désherber, pour lutter contre les parasites, etc. Et du coup, ces systèmes de gestion conduisent à la banalisation des milieux, du coup, avoir une faible biodiversité. Et donc, du coup, cette gestion-là, il faut la mettre de côté. Hein. Pour agir, maintenant, il faut repenser cette gestion. Et pour travailler sur une gestion plus écologique, donc, on parle notamment de la gestion différenciée. Donc, en fait, elle consiste à appliquer des traitements différents selon les espaces, et donc de concilier différents enjeux qui vont être par exemple l'attente des usagers, hein, d'avoir des espaces peut-être pour se détendre, des espaces pour circuler, des espaces esthétiques, mais également respecter les écosystèmes et pouvoir permettre à la faune et la flore de recoloniser ces milieux et de pouvoir réaliser l'ensemble de leur cycle de vie. Donc là, on met quelques exemples d'actions, hein, c'est de l'éco-pâturage, c'est repenser la tonte en tondant après la reproduction, après les périodes de reproduction de la faune et la flore. Du coup, c'est peut-être aussi accepter d'avoir des espaces qui ont l'air moins propres, entre guillemets. Donc, ces prairies qu'on a l'habitude de voir grillées, toutes marron, bah, c'est moins esthétique, mais c'est le moment où les plantes montent en graines. Donc, ça a l'importance pour le cycle de vie de ces plantes. Et du coup, on peut avoir des bénéfices même dans la gestion économique et des retombées plus tard, avec des économies de ressources en eau. Si ces gestions-là sont beaucoup plus économes en eau, il y a beaucoup moins besoin d'irrigation. Et également, pas besoin de replanter parce que les graines vont se semer naturellement. Et également des économies d'intrants, parce que bien évidemment, c'est des modes de gestion où on va travailler sur des associations de plantes, de la régulation biologique, et donc éviter d'appliquer des traitements chimiques
et de désherber mécaniquement, bien sûr, également pas de façon chimique, pour pouvoir respecter les écosystèmes. Donc ça, la biodiversité va recoloniser ces espaces. La gestion est vraiment importante pour ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens montent en compétences, beaucoup d'entreprises de gestion d'espaces verts montent en compétences sur ces métiers. C'est nouveau pour eux hein, de réapprendre ça. Mais du coup, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut mettre plein d'espaces verts si jamais on ne réfléchit pas à la gestion. Les bénéfices pour la biodiversité peuvent être très faibles. Juste, Pauline, on va devoir un peu accélérer sur la fin pour respecter le timing. Après, il y avait une remarque effectivement qui fait écho. C'est un changement de paradigme. Hein. On est vraiment dans une gestion historiquement où on veut tout maîtriser et on a été extrêmement loin. Par contre, je pense que là, il y a des remarques sur l'opposition de philosophie. Il n'y a pas d'opposition à avoir. C'est-à-dire que quand on prend l'exemple des jardins à la française ou à l'anglaise il y a 150 ou 200 ans, enfin, ils s'inspiraient de la nature, ils l'intégraient dans leur quotidien, ils essaient de la domestiquer quelque part, mais ils n'avaient pas tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui sont la détruire via des produits chimiques ou complètement l'artificialiser. Donc on est, pour moi, pas dans une opposition, on est juste dans recréer du savoir. Et effectivement, Pauline l'a dit, c'est-à-dire que les paysagistes ne sont plus, pour la plupart, formés de manière, on va dire, performance aux enjeux actuels. Et on le voit sur certains parcs et jardins, où effectivement, quand c'est bien géré en termes de plantes, de choix effectivement d'espèces endémiques ou autres avec un équilibre, on est sur des consommations d'eau qui peuvent être divisées par 2, 3, 10 et on a des gains en fait derrière de résilience. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille parler d'opposition, mais plutôt de retrouver du savoir qu'on a perdu et de faire disparaître des pratiques qui nous ont fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent à un moment donné, qui n'ont plus de sens à date. Merci Timothée. On va du coup un petit peu accélérer. En 2 mots, ces actions sur nos espaces verts ou sur nos terrasses, sur nos toitures, etc., vont pouvoir faire l'objet de création d'un parcours pédagogique, donc de sensibilisation à la biodiversité de par des panneaux pédagogiques pour pouvoir communiquer sur les actions, faire comprendre leur but, pourquoi cette gestion écologique, pourquoi justement nos espaces verts ont l'air tout grillés. C'est des choses qui nécessitent d'échanger, de discuter, parce que souvent c'est des actions qui au final sont très faciles de compréhension, effectivement, tombent après que les animaux ont pu se reproduire et la faune et la flore, eh bien c'est dans une logique de respect des écosystèmes, c'est simple à faire comprendre, mais il faut échanger pour que petit à petit la sensibilisation soit plus grande, et ça peut initier des démarches, pourquoi pas, pour aller plus loin des sensibilisations. Il y a de labellisation, pardon, notamment le label Éco-Jardin, qui est un label bien connu du grand public, qui est peu coûteux, va avoir dans son cahier des charges un volet de sensibilisation à la biodiversité et de gestion écologique, et donc ça permettra de revaloriser ces terrains-là. D'autres manières Timothée l'avait un petit peu présenté, mais d'autres manières de valoriser ces espaces verts, si on a l'espace, ça va être de recréer des zones humides. Ce sont souvent des zones qui sont très riches en biodiversité, qui ont malheureusement beaucoup tendance à la régression, alors qu'elles rendent énormément de services de stockage de l'eau douce, de régulation de l'eau, etc. Et elles ont un grand intérêt pour la biodiversité. Il est possible de recréer ces espaces. Ces espaces mettent 3 ans à revenir à un équilibre, mais vont être très rapidement recolonisés par de la biodiversité. On va vite voir les bénéfices sur son terrain. C'est un très bon moyen d'observer la nature sur son site et de découvrir l'évolution naturelle des cycles de la nature, et également va nécessiter peu d'entretien, un curage de temps en temps par exemple, mais du coup c'est quelque chose dont les bénéfices vont être vus très rapidement, même si l'investissement peut être un peu élevé pour l'aménagement au départ. Et bien sûr, ça permet de contribuer à la trame bleue de nos territoires. D'autres actions concrètes, ça peut être d'utiliser ces espaces pour recréer des lieux fédérateurs autour de projets, par exemple, de potagers pédagogiques, d'agriculture urbaine. Les bienfaits pour la biodiversité vont être plus ou moins variables hein, selon l'ambition du projet, selon la surface, selon le type d'agriculture urbaine, hein, parce qu'il y a plein de formes différentes. Mais si on prend des projets en pleine terre, ça peut être l'occasion de se reconnecter avec la nature, avec la terre, le cycle de saison. Redécouvrir, pourquoi pas, des aliments oubliés, des variétés anciennes notamment, et bien sûr recréer des espaces de verdure, des îlots de fraîcheur, des espaces de détente à destination de ces équipes. Donc
certes, c'est peut-être différent que créer une zone refuge, de mettre en place de l'éco-pâturage ou des choses comme ça, qui vont peut-être avoir une ambition plus écologique, mais ça, c'est vraiment un bon outil de sensibilisation et ça restera toujours mieux qu'une terrasse bétonnée, bien entendu. Oui, et puis surtout, je pense qu'un des gros enjeux de biodiversité aujourd'hui, c'est la capacité qu'a l'homme à comprendre et ce qui l'entoure et à le respecter et à se dire que ça soit une mouche, un moineau ou l'homme, on est au même niveau de développement génétique ou de développement en tout cas de la vie. Et on le voit aujourd'hui, l'agriculture urbaine ainsi que l'apiculture urbaine sont des bons premiers outils pour arriver à comprendre et à se reconnecter à la nature. Voilà, ça peut paraître un peu philosophique et un peu des fois utopique comme discours, mais dans les faits, on a tous besoin aujourd'hui de se reconnecter au vivant, même si beaucoup d'urbains, et j'en fais partie, sont tellement dans un monde artificialisé qu'on a du mal à sentir, on va dire, cette nécessité au quotidien. Mais quand vous prenez les enfants et leur relation à la nature et au vivant et les adultes, on voit bien qu'on a des barrières et des peurs sur un certain nombre de choses qui ont été conditionnées par notre éducation, alors que quand on est tout jeune, toucher les insectes, mettre les mains à la terre et ou aller à la rencontre des oiseaux, ça paraît assez naturel et d'ailleurs essentiel. Tout à fait. Au même titre du coup que l'agriculture urbaine, il suffit de mettre en place des ruchers, donc de pratiquer l'apiculture urbaine sur son site, donc également de produire des aliments locaux, du miel local à destination de ses équipes, de ses salariés, de ses parties prenantes. Ça permet d'observer la nature sur site. Vraiment, c'est un super outil pédagogique pour bien comprendre la saisonnalité, hein, au même titre que l'agriculture urbaine, de découvrir un métier, pourquoi pas de proposer des animations, des ateliers, des formations à ses salariés. L'avantage de ces projets-là, c'est que ça nécessite peu d'espace et qu'on peut souvent les installer dans beaucoup d'endroits. Pardon. Et ils sont souvent, bien sûr, pointés du doigt parce que ça favorise qu'une seule espèce. Effectivement, c'est pas le mieux. On ne va pas sauver la biodiversité en mettant en place des ruchers, mais rappelons qu'il n'y a pas de petites actions. Déjà, sensibiliser ces parties prenantes, c'est déjà quelque chose, c'est un premier pas. Il faut bien évidemment que ce ne soit pas le seul, que ce ne soit pas la seule action qu'on fait pour la biodiversité, mais un premier pas pour rentrer dans une démarche plus globale d'action pour aller plus loin, pour ramener la nature sur son site, la biodiversité et avoir un impact plus grand. Les ruchers, justement, il existe des systèmes très intéressants pour aller beaucoup plus loin sur ces enjeux de biodiversité. Grâce aux abeilles, il y a une entreprise belge avec qui on travaille, ont mis en place un protocole de monitoring environnemental grâce aux abeilles. C'est vraiment un outil super puissant qui permet de cartographier l'ensemble de son site. Les abeilles, elles ne vont pas, s'arrêter à la barrière de notre site, elle va pouvoir aller plus loin. Et ça permet de vraiment un suivi très complet, d'identifier notamment l'ensemble de la diversité végétale présente, d'identifier l'offre en nourriture qu'on a pour les insectes environnement, d'identifier des périodes de carence, de disette. Et du coup, ces analyses-là vont permettre de faire l'objet de recommandations d'actions pour justement combler ces périodes de disette, augmenter la diversité végétale. Ça permet d'identifier notamment des plantes invasives sur son site, suivre le plan de gestion de lutte contre cette plante. Enfin, en tout cas, c'est un outil très puissant, beaucoup plus puissant que si on faisait les prélèvements par l'homme à la main, parce qu'une abeille va récolter des tonnes et des tonnes de grains de pollen en, en, en volant et en allant du coup butiner les fleurs. Et ça permet d'aller au-delà, d'avoir un profil du coup, de monitorer du coup son environnement au-delà de son site et potentiellement, pourquoi pas, travailler avec les parties prenantes extérieures pour justement améliorer l'environnement à plus grande échelle et donc augmenter son impact positif sur la biodiversité. J'ai eu comme beaucoup en ce moment mon fils qui vient d'arriver, donc j'ai éteint la caméra et la vidéo, je m'en excuse, j'ai pas tout entendu du coup, mais je voulais faire une remarque sur la partie apiculture et ruche. C'est vrai ça fait 10 ans qu'on a commencé. Il y a 10 ans, c'était le sujet à la mode, ou en tout cas précurseur, innovant, il fallait mettre des ruches et travailler sur le sujet. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des écrits ou en tout cas des propos qui nous disent ah bah faut plus les mettre, faut arrêter. Donc faut être assez humble sur les actions biodiversité. Ce qui est sûr, c'est que il faut pas mettre en opposition et pas dire un coup c'est bien, il faut le faire, un coup c'est pas bien, parce que les abeilles domestiques, effectivement, c'est une fraction des abeilles, c'est une sur quasiment 1000 en France différentes.
Donc, il faut faire attention à ces équilibres. Après, ce qui est important, c'est d'être dans une amélioration continue et dans une réflexion la plus transparente possible. Donc, l'opposition de dire il faut faire, c'est bien, ou il ne faut pas faire, c'est mal, ça n'a pas de sens en fait sur les sujets de biodiversité. C'est comme de dire il y a des espèces qui existent, qu'il faut maintenir et d'autres qu'il ne faut pas maintenir. C'est plutôt un équilibre qui est important d'avoir et de comprendre et les interactions associées. Donc, ça revient à l'introduction. Sur les abeilles domestiques, une des réponses, parce que c'est un sujet qui vient aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas la cohabitation des espèces. La problématique, c'est la quantité de nourriture et la capacité qu'ont nos écosystèmes dégradés à assurer un équilibre. Quand on était en Normandie, au fin fond de l'Ardèche ou autre, on ne se posait pas la question il y a 10 ou 20 ou 30 ans, ou peut-être il y a 50 ans, de l'apiculteur qui avait 200 ruches pour faire du miel dans son champ et savoir s'il allait détruire la biodiversité locale. Il ne le faisait pas, en fait, parce que l'équilibre était suffisamment équilibré de toute manière, parce que la richesse était telle qu'on avait forcément un déséquilibre qui était assez faible. Et des déséquilibres peuvent créer des richesses. Vous prenez la Normandie, le pâturage, les vaches, on va dire, ou les bovins qui sont en Normandie ont créé un écosystème qui aujourd'hui est à préserver parce qu'on estime que c'est quelque chose qui esthétiquement et en termes de captation de carbone sur les prairies est extrêmement riche. Donc voilà, il faut démystifier ce côté parce que je le vois sur des remarques du type la nature sauvage versus la nature que l'homme gère. En fait, je pense qu'on n'est plus dans cette période où effectivement on aura encore des puristes qui vont vouloir, et j'en fais partie sur certains, conserver un maximum cette richesse et cette biodiversité naturelle quelque part, mais il ne faut pas se voiler la face. L'homme a de sa main déjà, on va dire, fait évoluer quasiment tout le vivant sur la planète et a un impact. Donc maintenant, l'idée, c'est plutôt, et le projet sur ces thématiques, c'est plutôt d'avoir des outils pour avoir des données qui vont nous permettre d'objectiver et de savoir si l'équilibre et le bénéfice, donc c'est exactement comme aujourd'hui, les bénéfices que risques associés à une situation. Donc voilà, c'est est-ce que il faut, et on le voit à l'actualité, se déconfiner ou pas, trop vite ou pas, parce que c'est un équilibre entre énormément d'enjeux et c'est très compliqué d'être le plus malin qui dira la bonne solution, c'est ça. Parce que les critiques sont faciles. Par contre, je ne sais pas qui aimerait être à la place aujourd'hui des gens qui doivent décider justement de comment prioriser ce type de sujet. Pardon. Merci. Et pour terminer, de la même façon, Timothée, pour la partie Refleurir la France, a un petit peu abordé ce sujet. Il est possible sur des petits espaces de mettre en place différents aménagements de biodiversité. Donc là, on a quelques exemples d'aménagements très esthétiques, de la forme de petites maisons, etc., qui ont du coup l'avantage, en plus d'être pédagogiques, peuvent faire découvrir des nouvelles espèces, favoriser l'observation, etc. Mais on peut également utiliser les ressources qui sont sur place, mettre en place des aménagements à coût zéro. Par exemple, ça peut être de laisser les déchets de taille dans un coin de son site pour pouvoir installer un tas de bois, faire un tas de pierres, un pierrier, qui vont justement offrir une diversité d'habitats aux espèces environnantes et donc favoriser la biodiversité sur son site de manière simple et entre guillemets à coût zéro. Ça peut être justement de laisser une zone aussi en libre évolution, ça aussi entre guillemets c'est gratuit et ça permet de pouvoir offrir une zone refuge, un peu un lieu en jachère si on peut dire, pour la biodiversité locale. Ces aménagements peuvent faire aussi l'objet d'événements fédérateurs, on peut les construire avec ses salariés, il y a plein de dispositifs, de tutoriels accessibles qui peuvent nous permettre de les construire nous-mêmes. Et surtout, je termine sur ça, il faut faire attention aussi sur ces nichoirs qui sont très esthétiques. Il y a beaucoup de gens, on peut aujourd'hui en acheter partout, en jardinerie, etc. Il faut faire aussi attention de quels matériaux ils sont faits. Il faut réfléchir de manière un peu globale notre impact sur la biodiversité, donc faire attention de où on s'approvisionne et surtout se renseigner un peu sur son contexte local, sur quelles espèces sont à favoriser, réfléchir aussi à l'orientation, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'espaces verts qui ont des hôtels à insectes, qui vont sensibiliser, qui vont avoir un volet pédagogique intéressant, mais qui ne vont pas être habités parce qu'ils n'ont pas forcément été bien pensés au départ, pas la bonne destination des bonnes espèces, pas la bonne orientation, etc. Bien sûr, on peut aussi des fois mettre toutes les conditions, toutes les conditions peuvent être réunies pour qu'il soit utilisé. On ne va pas forcer la biodiversité à venir s'installer sur nos aménagements, mais en tout cas, on peut les installer en ayant plus de bénéfices, en réfléchissant un petit peu en amont au contexte et aux espèces présentes. Et la bonne nouvelle, c'est que faire du team building autour de la construction d'un nichoir, ça plaît
maintenant quasiment autant que d'aller faire des team building plus classiques qui sont beaucoup plus coûteux. Voilà, parce qu'un nichoir, ça coûte moins cher que de faire du kart, par exemple, et c'est pas moins aimé dans les entreprises. Et on est arrivé avec ces sujets d'aménagement biodiversité comme quelque chose d'assez, pour certains, symbolique, mais on le voit, il y a beaucoup d'entreprises et de responsables sur ces sujets qui veulent bien faire et qui n'ont pas la connaissance. Et Pauline l'a bien dit, mais les orientations sur les nichoirs, c'est très bête, mais quand vous mettez à votre nichoir plein ouest et que les vents dominants en France et l'eau, c'est plein ouest, bah les oiseaux ne s'y mettent pas parce que avoir sa porte d'entrée ou sa fenêtre qui prend régulièrement de l'eau et le vent, ça ne fonctionne pas chez eux, quoi. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et pour l'ensemble de ces actions, 2 dernières slides, on arrive au bout, vont nécessiter un suivi. Donc, ce suivi peut être soit fait par vos parties prenantes internes, donc ça peut être des formations volontaires de la part des salariés, des éléments moteurs qui sont intéressés par le sujet, qui veulent le porter en interne. L'avantage, c'est que forcément, le coût va être moindre et ça peut aussi permettre d'impliquer plus les équipes. Mais aussi, il y a toujours un risque, et on l'a déjà vu chez certains de nos clients, c'est que si ces porteurs de projet, ces éléments moteurs internes s'en vont, il y a un risque que le projet, du coup, coule de lui-même. Également, parfois, la communication transversale est un peu limitée parce qu'elle va du coup plutôt s'adresser à un petit groupe de salariés et pas forcément à l'ensemble des équipes. On peut aller jusqu'à la création d'un poste, hein. Bien sûr, si les actions sont très ambitieuses, les espaces verts très grands, on a vu des entreprises aujourd'hui qui ont créé un poste de jardinier, qui, en choisissant un jardinier compétent sur les sujets de la biodiversité, intéressé, et qui du coup, bien sûr, il y avait l'espace nécessaire à ce poste, hein, mais qui en tout cas, du coup, à plein temps, travaille sur l'amélioration des espaces verts pour les rendre plus accueillants pour la biodiversité. C'est la situation peut-être un peu plus idéale. On peut également externaliser le suivi, hein. L'avantage, c'est que le projet va être autonome, clé en main, qu'il va y avoir un suivi très rigoureux dans le temps. Si on fait participer des parties prenantes internes, comme des écoles ou des associations, ça permet également un meilleur ancrage territorial de son site. Parfois, par contre, le désavantage, c'est que selon les types de partenariats, sur le long terme, bien évidemment, ça a un coût d'externaliser des actions. Un autre point d'attention, c'est qu'il faudra vraiment garder en tête que le suivi va être dense au départ. Donc, quand on met en place une action de biodiversité, il faut quand même prévoir au moins un moyen terme, réfléchir sur les 3 premières années au moins, parce que ça va nécessiter une implication en temps, déjà bien évidemment en amont du projet, mais aussi pour la mise en place et le suivi entretien jusqu'à ce que l'équilibre ne revienne. Pour vous donner un exemple, une prairie à l'état naturel qu'on replante va mettre une dizaine, jusqu'à 10, presque maximum 10 ans, donc entre 7 et 10 ans, on va dire, à revenir à l'état naturel. Donc, elle va passer par une succession d'évolutions. On n'aura pas forcément besoin d'intervenir, mais du coup, il faut quand même garder un œil dessus, avoir un suivi pour justement intervenir quand il faut, en gardant en tête qu'on intervient bien sûr le moins possible, mais il faut, comme l'écosystème était perturbé au départ, il faut peut-être l'aider à des moments à réatteindre cet équilibre naturel pour qu'après l'entretien soit minime et que le projet vive tout seul dans le temps. Et bien sûr, une implication financière qui va être du coup proportionnelle à ce suivi et également à la mise en place la première année du projet, l'achat des matières premières, le chantier éventuel, etc. Enfin, quel choix d'indicateurs? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe une grande diversité d'indicateurs biodiversité. Si on commence à se renseigner sur Internet, il y en a une multitude. Ça peut être la surface végétalisée, le nombre d'aménagements, le nombre de personnes sensibilisées, le nombre de nichoirs occupés. Ça peut être plein de choses. C'est souvent des indicateurs qui sont très opérationnels. Il y a un constat d'une étude de la plateforme RSE qui a étudié différents rapports RSE qui a montré qu'aujourd'hui, ces indicateurs sont du coup très divers. Du coup, c'est difficile de comparer une entreprise à une autre. Et c'est souvent les indicateurs sont souvent pas suivis dans le temps. Il n'y a pas d'objectif clair et défini au départ. Et donc, du coup, pas forcément d'intégration de ce sujet dans les stratégies. Et du coup, pour réfléchir pour mieux choisir ces indicateurs, il faut les réfléchir de façon à ce qu'ils soient connectés à ces enjeux, donc notamment avec l'activité de son entreprise, les pressions identifiées. Donc, par exemple, ça peut être les émissions de polluants, le taux d'artificialisation, par exemple, etc. Ces indicateurs doivent sinon être connectés à ces enjeux. Donc, du coup, si on a vu qu'on avait un grand potentiel grâce à ces espaces verts, et bien du coup, là, peut-être, ça va être intéressant justement de faire un suivi des espèces présentes, de suivre la diversité florale, de suivre la diversité des espèces, etc. Donc, il faut vraiment que ces indicateurs
indicateur soit cohérent par rapport aux actions qu'on a mises en place et par rapport justement aux pressions qu'on a identifiées en amont. Et il faut également suivre dans le temps, c'est d'une année à l'autre, ces indicateurs. Ça permet de rentrer dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, on peut les affiner, bien sûr, au fil de l'année. Mais du coup, ces indicateurs ont du sens que si on va vers un objectif sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour intégrer cette biodiversité dans une stratégie, réfléchir à moyen terme, donc comme je vous disais, au moins jusqu'à ce que l'équilibre ne revienne, et peut-être à plus long terme pour pouvoir accélérer ces impacts positifs sur la biodiversité. Merci Pauline pour le marathon Biodiv. On va traiter, j'ai quelques questions là que j'ai vu passer. Ouais, Thomas peut-être. Non, je te laisse Timothée, on a pris pas mal de retard. Si tu as vu les plus pertinentes, je te laisse Ouais, j'en ai vu les prendre. quelques-unes, il n'y en a pas de moins pertinentes que d'autres, on va dire, mais donc il y avait une notion justement sur les statistiques liées au sujet des potagers en entreprise. Alors on essaiera de faire un petit retour d'état des lieux sur le sujet. Je voulais faire une remarque sur le sujet des potagers en entreprise, c'est qu'il y a une explosion parce que l'effet de mode, donc c'est très bien. Après attention aux dérives, quid de l'entretien, quelle est la qualité des sols aussi sur lesquels on va planter, parce qu'il ne faudrait pas se retrouver. Il faut savoir que plus d'un tiers des sols sont dégradés à l'échelle de la planète et sur des zones comme l'Île-de-France, et 2 tiers des sols sont pollués, donc il ne faudrait pas se retrouver à faire de l'agriculture urbaine dans des sols pollués. Donc voilà, on vous enverra des informations, mais attention à ces démarches si on se lance comme ça un peu au doigt mouillé ou tout seul. Proposez-vous des formations pour monter en compétence. Donc merci pour cette superbe question qui nous permet de dire que oui, bien évidemment on travaille sur ces sujets en termes de formation, de montée en compétence, soit sur du standard, on vous enverra le catalogue, soit sur du sur-mesure. Il y a une autre question sur les leviers d'action les plus efficaces en faveur de la biodiversité. Ne serait-il pas alors, je vais y arriver, je vais la lire. Finalement, les leviers d'action les plus efficaces pour œuvrer en faveur de la biodiversité ne serait-il pas de reconsidérer les modèles économiques très dépendants des destructions d'espaces naturels en les remplaçant par une logique d'économie circulaire de fonctionnalité et en sorte de réduire la pression et les ressources? Oui, tout à fait. Après, repenser nos modèles en économie circulaire, c'est-à-dire repenser en amont la manière dont on conçoit pendant l'utilisation et après pour le recyclage ou la reconversion de ces produits, de ces services pour finalement avoir ce que la nature fait, c'est-à-dire créer aucun déchet, et tous les déchets des uns quelque part et la matière première et les données d'entrée des autres. Donc on est le seul, l'homme, à créer ça. Après, clairement, repenser le modèle économique. Alors il y a une notion que je vous encourage à voir, c'est la notion du triple capital, intégrant justement ce capital naturel dans la comptabilité des entreprises. Jacques Richard, économiste, a fait des gros travaux avec une méthode qui s'appelle CARE, C-A-R-E, qui est extrêmement passionnante, mais bon, c'est un chantier qui est pharaonique, mais qui avance. Il y a des expérimentations sur certains territoires justement d'entreprises qui commencent à travailler sur le sujet. J'essaie de balayer rapidement. Estimation en nouveaux métiers liés à la biodiversité à préserver en termes d'emploi. Alors, je n'ai pas de réponse, si ce n'est que si on prend déjà le sujet de l'agriculture, on pourrait dire que c'est des centaines de milliers de créations d'emplois. Si on arrête de faire de la monoculture intensive et on refait du maraîchage diversifié, on peut estimer à quelques millions d'emplois. Jacques Richard pour l'économiste, pour la personne qui me le demande. On enverra le lien dans le compte rendu. Mais donc sur les emplois, ils sont pharaoniques, parce que si on se dit qu'il faut par hectare ou par un maraîcher pour 2-3 hectares, ça change la donne, parce qu'aujourd'hui un agriculteur il a 150 hectares en moyenne à traiter avec son tracteur. Donc vous faites le ratio, c'est une création d'emplois qui passe de 400 000 agriculteurs à 4 millions. Enfin, c'est ce qu'il faudrait pour avoir une résilience alimentaire. Je suis en train de regarder. Pourquoi les DRH voulaient-ils interdire aux salariés de venir à vélo? Alors, ça, c'est une autre question sur un autre sujet, mais bon, c'était principalement, oui, effectivement, lié à l'accidentologie et au fait à la non-couverture de l'utilité. La couverture du risque pandémie va peut-être accentuer cette recherche. Alors là, j'ai du mal à saisir, mais oui, a priori. C'était en lien avec les assurances, je pense. Ah oui. Le côté des assureurs. Oui, on voit bien aujourd'hui que les risques, et on le voit dans l'architecture et dans le bâtiment, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que quand vous avez une étape de construction, on va dire, ou d'artificialisation, il y a une étape généralement qui est de faire un état des lieux de la biodiversité locale. Et il se trouve que quand on fait un état des lieux de la biodiversité locale, on peut tomber sur des espèces qui vont nous empêcher ou qui vont nous pousser à construire différemment.
à respecter des espèces comme des chauves-souris, des chiroptères, enfin bref, ou d'autres espèces sur des espèces de fleurs, par exemple, sur lesquelles on pourra pas construire. Donc effectivement, faire une bonne analyse en amont, c'est quelques milliers d'euros de coûts hommes en études, comparé à des retards de chantier ou à retards de projets sur lesquels on parle de plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'euros, c'est le jour et la nuit. Mais c'est sûr que ce n'est pas dans notre culture aujourd'hui que d'intégrer ces critères. Il y a des obligations légales, mais on va dire qu'ils sont faits généralement à minima, même si je suis assez négatif en disant ça parce que ça évolue beaucoup. Donc voilà, je vois qu'il y a d'autres... ça suppose des grandes montées en compétences techniques. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont assez simples et assez logiques. Après, ce qui fait que ça fonctionne, c'est surtout que ça soit massivement déployé. Donc il y a des sujets qui peuvent être très très simples à mettre en œuvre, mais qui nécessitent d'avoir une masse telle que c'est là où c'est compliqué. Voilà, bon, je ne sais pas si on a traité toutes les questions. Je ne sais pas si Pauline t'envoie sur laquelle tu voudrais prendre la parole. Non, j'ai une question sur la montée en compétences techniques. Je rappelle que peu importe tous les sujets, ce sont des sujets qui sont accessibles à tout le monde. On n'a pas besoin de grandes compétences écologues pour pouvoir régénérer la biodiversité sur son site, travailler sur de l'agriculture urbaine. Ça nécessite un peu de formation, mais on n'a pas besoin d'être biologiste ou écologue pour justement bien comprendre les enjeux et avoir un impact positif sur notre environnement. Ce qui est sûr, c'est que nous qui avons la chance de croiser quand même des scientifiques ou des gens assez pointus sur le sujet, de travailler avec eux, on voit bien qu'il y a toujours ces courbes de l'énergie, les euros et le temps dépassé et l'apport. Et c'est des courbes logarithmiques, c'est-à-dire que ça monte très vite d'un coup et après ça stagne. Et donc du coup, on a vite beaucoup d'efficacité en faisant plein de petites choses assez simples au final. Et puis pour avoir quelque chose de parfait, ça demande énormément d'énergie et de coûts en plus. C'est assez classique dans les gestions de projets. Et je vais vous prendre un exemple pour finir, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une démarche de compensation biodiversité pilotée en France avec des projets de compensation biodiversité. Quand vous regardez le bilan après plusieurs années, c'est des projets sur lesquels on vous demande de recréer à l'identique un écosystème qui est dégradé par un autre écosystème à côté qui pourrait être régénéré. Et en fait, c'est extrêmement prétentieux comme démarche parce que quand vous dites que vous allez dégrader des écosystèmes qui sont développés depuis des dizaines, des centaines, des milliers d'années et qu'on va essayer de le recréer à côté pour justement éviter de perdre trop de biodiversité sur le bilan global, en fait, on n'y arrive pas. Donc, en fait, les résultats aujourd'hui sur les compensations biodiversité, c'est que les projets les plus puristes sont géniaux et théoriquement sont extrêmement intéressants. Et là, j'adhère à la philosophie. Par contre, dans les faits, ils sont extrêmement difficiles à déployer et donc il y en a très très peu. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir un équilibre entre vouloir suivre, on va dire, les revues et la théorie scientifique à la perfection ou agir. Et donc 10 ans après, je pense le constat qu'on fait chez nous, c'est assez simple, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. On a essayé d'en lister quelques-unes. On est dans une amélioration continue. Et puis oui, ce qu'il faut faire surtout, c'est d'être transparent des indicateurs et suivre ces sujets parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises lors de nos actions. Mais bon, voilà, l'erreur est humaine et si on le corrige, c'est finalement pas très grave plutôt que de vouloir, encore une fois, faire quelque chose de parfait qu'on ne fera jamais. Merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. S'il y a dans tous les cas, on vous envoie du coup au plus vite le support de présentation. Merci Timothée, merci Pauline pour cette présentation. Donc on vous envoie par mail la présentation et n'hésitez pas à l'occasion en retour à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations sur certains aspects ou des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre totalement. Voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, Timothée ou Pauline, ou si on peut s'arrêter là. Merci à tous, vive le vivant et excellente fin de journée. Oui, merci à tous. Et, on a dépassé un peu, navré, mais le sujet est effectivement très dense et large. Donc, et on est content de l'avoir fait et d'avoir eu plusieurs auditeurs. Merci. Et merci Thomas pour la logistique robuste. Pas de souci. Merci à tous d'avoir été présents. À bientôt. Au revoir.